La nourriture est quelque chose dont nous avons tous besoin, mais parfois elle peut être mortelle. Nous allons découvrir 5 histoires vraies des décès les plus bizarres et tragiques causés par des aliments. Étranges et choquants, ces cas montrent que même ce que nous mangeons peut être dangereux. C'était le 4 avril 2019 à Chorley, dans le Lancashire. Darren Hickey, un gestionnaire de salle de mariage âgé de 51 ans, terminait sa journée de travail à Ridgemont House, qu'il dirigeait avec fierté. 7 ans auparavant, il avait survécu à un grave accident vasculaire cérébral qui avait nécessité 18 mois d'hospitalisation. Darren avait construit une vie pleine de sens, centrée sur le travail caritatif. Sa dévotion lui avait valu le prix de la personne inspirante et courageuse décerné par l'association Stroke Association. Cet après-midi-là, alors qu'il se préparait à partir, un chef lui demanda de goûter un fish cake pour un événement à venir. Darren accepta et en prit une petite bouchée. À son insu, le fish cake était extrêmement chaud et brûla sa gorge. Darren considéra cela comme un léger inconfort. Au départ, Darren ne pensa pas que la blessure était grave. Cependant, dans l'après-midi, la douleur s'intensifia. Il en informa son partenaire, Neil Parkinson, qui l'encouragea à consulter un médecin. Darren se rendit au service des soins urgents de l'hôpital de Chorley, où il décrivit la sensation de brûlure et ses difficultés à avaler. Un professionnel de santé l'examina et consulta un spécialiste ORL de l'hôpital de Preston. Puisque la brûlure était située profondément dans sa gorge, elle ne pouvait être vue sans équipement spécialisé. En l'absence de blessures visibles dans sa bouche ou sur sa langue, Darren fut renvoyé chez lui avec du paracétamol et des consignes de revenir si ses symptômes s'aggravaient. Le docteur Patrick Waugh, pathologiste ayant effectué l'autopsie de Darren, expliqua que de telles blessures étaient exceptionnellement rares. Les brûlures de la gorge sont généralement observées dans des cas impliquant une chaleur extrême, comme des accidents industriels ou l'inhalation de fumée lors d'un incendie. Comme le gonflement causé par ces brûlures se développe lentement, les symptômes peuvent sembler gérables au départ, mais devenir mortels avec le temps. Plus tard dans la soirée, Darren tenta de se reposer chez lui, mais sa gorge continua de gonfler. Vers 21h45, Neil entendit des bruits alarmants et trouva Darren en train de s'étouffer et de lutter pour respirer. Paniqué, Neil appela une ambulance. Malheureusement, un retard dans la localisation de leur adresse ajouta environ 5 minutes à la réponse des secours. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, le gonflement avait complètement obstrué les voies respiratoires de Darren. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital Royal Bolton, mais fut déclaré mort aux premières heures du 5 avril, moins de 12 heures après avoir mangé le fish cake. Le coroner intérimaire Alan Walsh qualifia l'affaire de tragédie rare et dévastatrice. Le docteur Waugh témoigna que la brûlure avait provoqué un gonflement du larynx de Darren, bloquant finalement sa respiration. Le coroner exprima également des préoccupations concernant les soins prodigués à Darren à l'hôpital de Chorley. Bien qu'il reconnaisse la nature inhabituelle de la blessure, il insista sur l'importance d'évaluations approfondies et d'outils de diagnostic avancés dans des cas similaires. Les représentants de GTD Healthcare et du NHS Greater Preston Clinical Commissioning Group assurèrent au tribunal qu'ils examineraient l'incident pour éviter que cela ne se reproduise. La mort de Darren bouleversa profondément ses proches et la communauté. Ses amis, sa famille et ses collègues se souvenaient de lui comme d'un individu bienveillant et courageux qui avait surmonté d'immenses défis. Son travail caritatif et sa vision positive de la vie en avaient inspiré beaucoup. L'histoire de Darren nous rappelle à quel point de petits incidents peuvent mener à des tragédies inattendues. Elle souligne la nécessité de faire preuve de prudence dans la vie quotidienne et de vigilance dans les soins médicaux. Son cas est un appel à l'action pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Le 10 octobre 2014, à Rhyl, au pays de Galles, Vera Williams, une femme de 75 ans résidant à Listudur, fut confrontée à une chaîne d'événements tragiques qui commencèrent par un simple petit déjeuner. Ce matin-là, elle mangeait du pain grillé lorsqu'un fragment tranchant se coinça dans sa gorge, provoquant un inconfort immédiat. Vera, qui avait des antécédents de maladies cardiaques sévères, se rendit aux urgences de l'hôpital Isbiti Glan Clwyd, se plaignant de douleurs à la gorge. Elle fut examinée par le jeune médecin Nor Ismail, qui évalua son état et ne détecta aucun signe de maladie grave. Vera fut renvoyée chez elle. Au cours des 2 semaines suivantes, la douleur dans la gorge de Vera persista, mais elle ne chercha pas immédiatement d'aide médicale supplémentaire. Le 23 octobre, elle retourna à l'hôpital et fut examinée par le docteur Adedeji Adeleke. Elle mentionna des douleurs au cou, mais sans préciser qu'elles duraient depuis sa première visite. Sans une compréhension complète de ses symptômes, le docteur Adeleke suspecta une infection, lui prescrivit des antibiotiques et la renvoya chez elle le lendemain. Le 24 octobre, l'état de Vera se détériora brutalement. Elle se mit à cracher du sang et fut transportée d'urgence à l'hôpital.
Les médecins réalisèrent un examen approfondi, incluant un scanner qui révéla qu'un morceau tranchant de pain grillé avait déchiré son œsophage, provoquant une perforation, aussi appelée rupture œsophagienne, une condition rare et grave. Cette blessure avait entraîné une fuite de sang dans ses intestins, expliquant ses symptômes et les saignements récents. Les déchirures œsophagiennes sont exceptionnellement rares, survenant dans environ 3 cas par million de personnes. Malheureusement, le retard dans l'identification du problème laissait peu d'options de traitement. En raison de la grave condition cardiaque de Vera, la chirurgie était jugée trop risquée. L'équipe médicale se concentra sur la gestion de son état, mais malgré leurs efforts, la santé de Vera déclina rapidement. Elle s'éteignit quelques jours plus tard. La mort de Vera entraîna une révision du cas pour déterminer si une détection ou une intervention plus précoce aurait pu changer l'issue. Le docteur Marion Hughes, une consultante senior en médecine d'urgence, examina le dossier et déclara que les médecins avaient agi de manière appropriée en se basant sur les informations disponibles à l'époque. Elle souligna que les déchirures œsophagiennes étaient si rares que la plupart des médecins ne les soupçonnent pas en l'absence de signes clairs. Avec près de 40 ans d'expérience, le docteur Hughes admit qu'elle n'avait jamais rencontré un tel cas. Cependant, l'enquête révéla également des problèmes systémiques dans le fonctionnement de l'hôpital. La coroner Nicola Jones suggéra que si des dossiers électroniques avaient été en place, le docteur Adeleke aurait pu être mieux informé de la première visite de Vera. Cela aurait pu éveiller des soupçons concernant un problème plus sérieux. Toutefois, il reste incertain que, même avec de meilleurs dossiers, l'issue aurait été différente compte tenu des problèmes de santé préexistants de Vera. Le cas de Vera Williams est un exemple déchirant de la manière dont une activité quotidienne, comme prendre son petit déjeuner, peut conduire à des conséquences graves et inattendues. Son histoire souligne également l'importance d'une communication claire entre les patients et les médecins. En fin de compte, sa mort fut causée par une condition médicale rare. Bien que les médecins impliqués aient agi sur la base des informations qu'ils possédaient, cette tragédie met en lumière la nécessité d'améliorer les systèmes pour garantir que les antécédents des patients soient accessibles et pris en compte lors des traitements. Le 25 février 2010, à Invercargill, une petite ville paisible de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, Christopher Hodgkinson trouva sa compagne depuis 15 ans, Natasha Harris, affaissée contre le mur de la salle de bain. Elle peinait à respirer, ses souffles étaient faibles et laborieux. Malgré les tentatives pour la sauver, Natasha succomba à un arrêt cardiaque. Elle n'avait que 30 ans. Natasha laissait derrière elle 8 jeunes enfants et un compagnon en deuil. Sa mort révéla une dépendance troublante, non pas aux drogues ou à l'alcool, mais au Coca-Cola. La dépendance de Natasha avait commencé à l'adolescence. Avec le temps, sa consommation de soda avait atteint 10 litres par jour, soit l'équivalent de 18 pintes. Cette quantité dépassait de plus de 11 fois l'apport journalier recommandé en sucre et doublait la limite quotidienne de caféine considérée comme sûre. Elle commençait et terminait chaque journée avec un verre. Sans cette boisson, elle souffrait de symptômes de sevrage tels que l'irritabilité et des tremblements. Sa belle-mère, Vivian Hodgkinson, raconta que Natasha devenait extrêmement agitée lorsque le coca manquait. Pendant des années, Natasha souffrit de divers problèmes de santé, notamment de la fatigue, des nausées et des palpitations cardiaques. Cependant, ni elle ni sa famille ne firent le lien entre ces symptômes et sa consommation de Coca-Cola, les attribuant plutôt au stress ou à d'autres problèmes de santé non liés. Les dents de Natasha se décomposèrent entièrement et durent être extraites, une conséquence directe de la quantité excessive de sucre dans son alimentation. L'un de ses enfants naquit sans émail dentaire, un problème que les médecins associèrent à la consommation de soda de Natasha pendant sa grossesse. À l'intérieur, son corps était gravement endommagé. Elle souffrait également d'hypokaliémie, une condition marquée par un taux dangereusement bas de potassium qui peut provoquer des problèmes cardiaques. Le pathologiste Dr Dan Mornin expliqua que ces symptômes, faiblesse musculaire, fatigue et vomissements, étaient cohérents avec cette condition. Sa consommation de caféine contribua également à son rythme cardiaque irrégulier qui conduisit à sa mort. Le jour de son décès, Natasha ne semblait pas particulièrement malade. Plus tard, Christopher la trouva inconsciente dans la salle de bain. Malgré un appel au secours, les ambulanciers ne purent la sauver. Une enquête sur la mort de Natasha mit en lumière l'impact extrême de son addiction au soda. Le coroner David Crerar conclut que sa consommation excessive de Coca-Cola avait joué un rôle significatif dans son arrêt cardiaque. Il déclara que sa mort n'aurait probablement pas eu lieu de la manière et au moment où elle s'est produite sans sa consommation extrême de soda. La combinaison de sucre et de caféine avait provoqué des déséquilibres métaboliques graves, notamment l'hypokaliémie.
Les experts en santé notèrent que consommer jusqu'à 8 litres de liquide par jour pouvait être nocif. Coca-Cola Oceania exprima sa déception face aux conclusions, affirmant qu'il n'y avait pas de consensus clair sur la cause exacte de l'arrêt cardiaque de Natasha et qu'ils ne pouvaient pas contrôler la quantité de leurs produits consommés par les individus. En réponse, le coroner recommanda des mesures pour prévenir des cas similaires. Il incite Coca-Cola à inclure la teneur en caféine sur ses étiquettes et à ajouter des avertissements sur la consommation excessive. Il appela également le ministère néo-zélandais de la Santé à envisager des réglementations plus strictes concernant les boissons caféinées. Catherine Rich, du NZ Food and Grocery Council, fit remarquer que Natasha fumait également beaucoup et ignorait les conseils médicaux pour d'autres problèmes de santé, suggérant que des facteurs de mode de vie plus larges avaient contribué à son décès. Les proches de Natasha la décrivirent comme une mère aimante qui plaçait ses enfants au-dessus de tout, souvent à ses propres dépens. Elle sautait des repas pour que ses enfants aient suffisamment à manger et passait des semaines à organiser leurs anniversaires pour les rendre spéciaux. Sa sœur, Raylan Finlayson, partagea que la dépendance de Natasha au coca était devenue un mécanisme d'adaptation face à une vie difficile. Elle utilisait le coca comme d'autres, se tournerait vers l'alcool ou la drogue pour se réconforter. Après sa mort, le compagnon de Natasha eut du mal à s'occuper de leurs enfants. Christopher dut faire face à des défis supplémentaires, notamment des problèmes juridiques et des difficultés financières. L'histoire de Natasha Harris est un avertissement sur les dangers des habitudes non contrôlées. Sa famille espère que sa mort tragique sensibilisera les gens au risque potentiel d'une consommation excessive de soda. Le 20 juillet 2022, à Mumbai, en Inde, une ville grouillante de vie, Rekha Nishad, 27 ans, menait une existence modeste mais résiliente. Elle vivait dans une petite maison située dans le quartier de Malad West Pascal Wadi avec son mari et son beau-frère, affrontant les défis quotidiens de la vie urbaine. Depuis des semaines, leur maison était envahie par une infestation persistante de rats. Déterminée à résoudre ce problème, Rekha mit en place une solution qu'elle pensait efficace. Elle injecta du poison dans quelques tomates, espérant les utiliser comme appât pour les nuisibles. Ce soir-là, après une journée fatigante, Rekha rentra chez elle en quête d'un repas rapide et réconfortant. Elle prépara des nouilles instantanées tout en regardant son émission de télévision préférée, profitant d'un rare moment de détente. Distraite par l'émission, elle prit accidentellement une des tomates empoisonnées et l'ajouta à ses nouilles. Sans se douter du danger, elle mélangea les ingrédients et acheva la cuisson. Après le repas, elle commença à se sentir mal. Elle pensa d'abord qu'il s'agissait d'un simple malaise digestif, peut-être causé par un autre aliment. Cependant, ses symptômes s'aggravèrent rapidement, avec des nausées intenses et un inconfort sévère. Son mari et son beau-frère, alarmés par la gravité de son état, la conduisirent d'urgence à l'hôpital Shatabdi. Malgré les efforts des médecins, les dégâts causés par le poison étaient trop importants. La santé de Rekha se dégrada rapidement et, le 22 juillet, seulement 2 jours après l'incident, elle succomba. La police ouvrit une enquête sur cette tragédie. Rekha avait réussi à expliquer ce qui s'était passé avant que son état ne s'aggrave. Elle confia aux autorités qu'elle avait empoisonné les tomates pour éliminer les rats et en avait utilisé une par accident en cuisinant. Les enquêteurs ne trouvèrent aucune preuve de méfait et conclurent à un tragique accident. Il s'agit d'un avertissement sur les dangers de manipuler des substances toxiques à domicile. 1 mois plus tard, Mumbai fut témoin d'une autre tragédie similaire. Le 13 août, Kajol Pawar, 24 ans, résidant dans le quartier de Sakinaka à Andheri East, consomma accidentellement du poison pour rats, pensant qu'il s'agissait d'un médicament contre un mal de ventre. Kajol était seule chez elle lorsque l'incident se produisit. Réalisant son erreur, elle appela sa mère, Ananda Gavan, pour demander de l'aide, expliquant ses symptômes et implorant une assistance. Sa mère et son frère se précipitèrent auprès d'elle et la conduisirent dans un hôpital privé à proximité. Cependant, son état nécessitait des soins spécialisés. 2 jours plus tard, elle fut transférée à l'hôpital Hiranandani, où les médecins découvrirent de graves dommages au foie causés par le poison. Alors que sa santé continuait de se détériorer, Kajol fut déplacée à l'hôpital KM de Parel pour des soins supplémentaires. Malgré les efforts acharnés de l'équipe médicale, le corps de Kajol ne put se rétablir des dommages internes. 6 jours après l'incident, le 19 août, elle succomba. Son mari, Abhishek Pawar, qui était parti en randonnée au moment des faits, revint pour faire face à la terrible nouvelle de sa mort. La police confirma que la mort de Kajol était également accidentelle. Comme pour le cas de Rekha, son décès fut un rappel sombre des dangers que représentent les substances toxiques lorsqu'elles sont manipulées sans précaution. Ces 2 incidents révèlent les graves risques liés à la présence de matériaux dangereux à domicile et les conséquences dévastatrices qu'une simple distraction peut entraîner.
Les histoires de Reka et Kajol soulignent l'importance de la prudence et de la sensibilisation lorsqu'il s'agit de manipuler de telles substances, car même les meilleures intentions peuvent aboutir à des issues tragiques. C'était un matin tranquille, le 16 août 2010, à Knebworth, dans le Hertfordshire. Mitchell Carey, un graphiste de 43 ans et père de 2 enfants, décida de sauter le petit déjeuner ce jour-là. À l'heure du déjeuner, affamé, il se rendit dans un café près de son lieu de travail pour prendre un repas rapide. Il choisit un simple sandwich au cornet de beef, sans savoir que ce choix entraînerait une crise médicale tragique et rare. Au début, tout semblait normal. Mitchell retourna au travail et mangea son sandwich. Mais 25 minutes plus tard, il commença à transpirer abondamment et à se plaindre de douleurs abdominales sévères. Alarmés, ses collègues appelèrent les secours. Les ambulanciers arrivèrent rapidement et transportèrent Tom Mitchell à l'hôpital Lister de Stevenage. Les médecins pensèrent d'abord à une intoxication alimentaire. Il reçut des analgésiques et fut renvoyé chez lui le jour même, avec des instructions pour se reposer et gérer ses symptômes avec des médicaments. Malheureusement, l'état de Mitchell s'aggrava pendant la nuit. Le lendemain, le 17 août, il souffrait de crampes abdominales violentes et de vomissements incontrôlables. Sa santé se détériora rapidement et il s'effondra chez lui. Sa femme, Debbie Carey, appela immédiatement les services d'urgence. À leur arrivée, les ambulanciers trouvèrent Mitchell dans un état critique. Il souffrait d'une défaillance organique aiguë et avait déjà subi une crise cardiaque. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital Lister, mais malgré les efforts de l'équipe médicale, son état continua de se dégrader. Dans les premières heures du 18 août, Mitchell succomba à une défaillance multiorganique causée par une infection bactérienne rare. L'infection fut identifiée plus tard comme étant due à Clostridium perfringens type A, une bactérie liée aux intoxications alimentaires. Cette souche est si rare que seulement 7 autres cas ont été signalés dans le monde. Dans le cas de Mitchell, la bactérie provenait probablement de son sandwich au cornet de beef. Les médecins expliquèrent que l'apparition rapide des symptômes, seulement 25 minutes après le repas, indiquait fortement que le sandwich était la source. Les agents de santé environnementale testèrent du cornet de beef provenant du café, mais aucune contamination ne fut trouvée. La mort de Mitchell n'était pas la première tragédie pour sa famille. Il avait été veuf d'Anna Wilson, la fille du présentateur de télévision et ancien gardien de but d'Arsenal, Bob Wilson. Anna était décédée en 1998 à seulement 31 ans après avoir combattu un cancer rare et agressif appelé schwannome malin. Mitchell et Anna avaient été mariés pendant 6 ans. Après la mort d'Anna, Mitchell resta proche de ses beaux-parents Bob et Megs Wilson qui le considéraient comme un membre très aimé de leur famille. Bob, aujourd'hui retraité et vivant dans le Dorset, déclara être dévasté par la perte de son gendre, qu'il décrivit comme profondément aimé. En 2004, Mitchell retrouva l'amour avec Debbie Smith, une amie proche de sa défunte épouse. Ils se marièrent et bâtirent une vie ensemble à Knebworth, élevant les fils de Mitchell, Dylan et Ewan, qui avaient respectivement 9 et 7 ans au moment de sa mort. Une enquête sur le décès de Mitchell mit en lumière la rareté choquante de sa condition. Le coroner Edward Thomas qualifia l'affaire de cas extrêmement rare et annonça que les détails seraient partagés avec le ministère de la Santé pour sensibiliser au danger du Clostridium perfringens type A. La cause officielle du décès fut enregistrée comme une défaillance multiorganique due à une coagulation intravasculaire disséminée et à une entérocolite causée par l'infection bactérienne. Le café et ses fournisseurs furent soumis à un examen minutieux après la tragédie, mais aucune action en justice ne fut engagée. Aldi, le détaillant ayant fourni le cornet de beef, exprima sa confiance dans la sécurité de ses produits et présenta ses condoléances. Elle rappelle combien les infections bactériennes peuvent être dévastatrices et souligne l'importance de pratiques rigoureuses en matière de sécurité alimentaire.